Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier ordinateur, mais attention, pas n'importe lequel, c'est qu'après avoir connu le ZX81, dont je vous ai parlé, qui était mon tout premier ordinateur, eh bien, je suis passé par Noricatmos, après par un Atari XTX, c'était non, c'était pas XT, c'est XL, un Atari XL, après un Atari XE, après un 520 STE et tout ça, etc. 520 STE qui était le concurrent d'Amiga. J'étais pas allé du côté d'Amiga, de chez Commodore, parce que je trouvais que c'était un petit peu plus cher, beaucoup plus cher même que la normale. Heureusement qu'Atari était là pour sortir des ordinateurs abordables, soit un peu moins performants au point de vue graphisme, mais super performants pour la musique. Voilà. Et d'un coup, j'ai régressé. D'un coup, j'ai régressé, mais pour mieux sauter, c'est-à-dire que je me suis intéressé aux ordinateurs compatibles à la norme PC. L'IBM PC XT. Alors, ce qui était une étape majeure dans l'histoire des ordinateurs personnels. Alors, je vous rassure de suite, comment j'ai acquis cet IBM PC XT? Il n'y avait pas l'original, c'est-à-dire pas celui de la marque IBM, mais il y avait plein de constructeurs chinois, taïwanais et autres qui proposaient donc en fait des ordinateurs strictement compatibles et très proches de l'original, même dans le boîtier. Donc j'avais vraiment un ordinateur qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à un IBM PC XT, mais qui était bien moins cher qu'un IBM PC XT, l'original. Voilà. Alors, l'IBM PC XT, également connu sous le nom de PC XT, a été lancé le 8 mars 1983, soit il y a 40 ans aujourd'hui. Cet ordinateur, donc personnel, marque une étape importante dans l'histoire de l'informatique, offrant des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, le IBM PC. Et dans donc cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques un petit peu clés, des petites anecdotes et tout sur ce fameux IBM PC XT, son impact sur l'industrie informatique et son héritage durable. Alors, en parlant de caractéristiques techniques, au début, l'IBM XT était basé sur... au début, il était de base. Voilà. Donc, mais évolutif. Et c'est ce qui a fait un petit peu son succès. Un peu comme l'Apple II de l'époque, où vous avez plein de slots, vous pouvez mettre plein de cartes et tout. L'Apple, tout au début, comme l'a précisé d'ailleurs un téléspectateur donc sur la vidéo du ZX81, l'Apple était complètement ouvert. Vous pouvez mettre plein de cartes de ci, de là. C'est pareil pour l'IBM PC XT. L'IBM PC XT avait des ports qu'on appelait des ports ISA, c'était des ports 16 bits, et vous pouviez mettre comme ça plein de cartes. Et si mes souvenirs sont bons, il y en avait 8, je crois, et alors vous pouvez mettre des cartes, des ci, des là. Puisque de base, il n'avait rien. Donc, c'était à vous à brancher les cartes et tout. Alors, l'IBM PC XT était basé donc sur un processeur Intel. Déjà, Intel était là. 8088 cadencé à 477 MHz. Pas 400, 4,77 MHz. Vous vous rendez compte? 4 petits 0,77 MHz est disposé de 128 kilos, pas mégas, kilos, donc en fait de mémoire extensible à 640 kilos. Effectivement, moi en mémoire, eh bien j'avais 256 kilos et j'étais content. Alors, une des améliorations majeures par rapport à l'IBM PC original était donc l'ajout possible d'un disque dur d'une capacité de 10 mégas, ce qui permettait de démarrer le système d'exploitation PC-DOS 2 à partir d'un disque dur plutôt que de devoir utiliser une disquette. Et en plus du disque dur, l'IBM PC était équipé, PC XT est équipé d'un lecteur de disquette 5,25 pouces. Voilà, donc permettant aux utilisateurs d'ajouter, et puis vous aviez des sauts d'extension jusqu'à 8, permettant aux utilisateurs d'ajouter donc davantage de matériel. Alors je vais vous donner la petite anecdote, c'est que
Au début, j'avais que 2 lecteurs 5 pouces 5,25 sur ma machine. Ce qui voulait dire que j'avais mis dans un lecteur le démarrage sur DOS, et dans un autre, je mettais mes logiciels que je voulais démarrer après. Tout se faisait sous DOS, tout se faisait en ligne de commande. Oh, ça va plaire à nos amis linuxiens. Il n'y avait aucun système graphique. C'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant des DE. Voilà, sur Linux, on appelle ça des DE. Eh bien, il n'y avait aucun système graphique. Vous bootiez directement sur le DOS, vous aviez un prompt, imaginez-vous un petit peu le terminal de Windows, et puis voilà. Ou le terminal de Linux, et puis voilà. Et là, vous rentrez vos commandes, là ou de tanana, vous allez sur la disquette 2, donc vous allez sur la disquette 2, après dire, pour voir ce qu'il y avait, donc en fait, sur la disquette et tout, c'était phénoménal, puis ça faisait quand ça chargeait sur la disquette. Après, ils sont venus, alors les 5 pouces 25, vous aviez que 360 kg. Après, il y a eu les hautes densités, 1,2 mégas. Après, il y a eu les les gens reprochaient que les 5,25 pouces étaient des disquettes très souples et qui s'abîmaient, genre si on voulait envoyer une disquette par courrier, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet avec tac tac, tiens mais je t'envoie un fichier, papa poum poum, je te l'envoie par le net et puis voilà. Bien là, à l'époque, il n'y avait pas Internet, et donc, automatiquement, vous l'envoyez, si vous l'envoyez des fichiers à quelqu'un, un logiciel à quelqu'un et autres, vous l'envoyez par courrier. Et c'est vrai que c'était assez problématique avec ces fameuses disquettes 125, parce que autant elles se mettaient dans une enveloppe, c'était sympa, mais il suffit que vous pliez l'enveloppe, voilà, où elle était maltraitée à la poste, donc vous recevez votre disquette un petit peu malmenée. Le problème, c'est que à l'intérieur de cette pochette en carton léger, où vous aviez un disque souple, et où vous aviez les données d'inscrits, il suffit si jamais il se plie, donc en fait la tête n'arrive pas au niveau de la pliure à lire les données, et c'était mort. Alors est arrivé le lecteur de disquette 1 méga, 720 kg d'abord, 3 pouces et demi. Les disquettes étaient plus petites, en plastique dur, donc vous pouviez les mettre dans une enveloppe sans trop de problèmes. Et alors au début, elles étaient au début, elles avaient 720 kg au lieu de 360 kg. C'était déjà l'Amérique, et après, elles sont passées en 1,44 mégas au lieu de 1,2 mégas pour les 525, c'était l'Amérique. Et après, donc j'ai eu un disque dur de 10 mégas. 10 mégas, c'était pratiquement 10 fois la capacité d'une disquette. C'était génial! On pouvait stocker quelques photos, on pouvait stocker des fichiers, et surtout démarrer plus rapidement, parce que le disque dur était plus rapide que la disquette, donc démarrer plus rapidement, MS-DOS, et voir après Windows. Puisqu'au départ, quand vous démarrez votre ordinateur, sur les premières versions de Windows, vous démarriez à partir de MS-DOS. Toujours. Et après, vous tapiez Win, W-I-N, et boum, vous basculez sur Windows. Si vous voulez que votre ordinateur boot constant sur Windows, vous aviez un BAT, vous créez un BAT, et hop, ça démarrait directement sur Windows. Le problème, c'est que pour démarrer les logiciels de jeu, il fallait obligatoirement, dans 90% des cas, rebasculer sur MS-DOS, qui était Windows, et là, donc, vous lanciez votre jeu à partir d'une disquette ou d'un disque dur. Voilà. Vous voyez, hein. L'impact, donc, sur l'industrie informatique. L'IBM PCXT a joué un rôle crucial dans l'expansion de l'utilisation des ordinateurs personnels dans les environnements professionnels, grâce à l'ajout de disques durs et à la capacité d'extension accrue. L'IBM PCXT offrait aux utilisateurs une plus grande puissance de traitement, une meilleure capacité de stockage, ce qui en faisait un choix attrayant pour les entreprises. Son succès a également contribué à renforcer la position d'IBM en tant que leader dans l'industrie informatique à l'époque. Puisque même s'il était cher, il y avait des ordinateurs compatibles, donc étaient moins chers,
Et malgré tout, tout ça était moins cher que Apple avec son Apple donc 2E, qui après a sorti le 2C et les autres qui étaient moins donc en fait, qui avait moins ce truc côté ouvert et tout. Petit à petit, Apple s'est renfermé pour créer son écosystème, pour créer son truc, et déjà à l'époque, il pensait compagnon. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ces fameux slot ISA d'extension, eh bien, donc, par exemple, moi quand j'ai eu mon ordinateur, j'avais pris l'extension, voilà, alors quand je l'avais acheté, pour vous donner un ordre d'idée, l'ordinateur de base, sans écran, sans souris, avec 256 kg de RAM, avec 2 lecteurs de disquette 5.25, 4000 francs. À l'époque, le SMIC était un peu plus de 4000 francs. Et alors, donc, pour me l'acheter, eh bien, j'ai travaillé 2 mois d'été, parce que j'étais étudiant à l'époque, j'ai travaillé 2 mois d'été, et donc, mes parents, donc, pour me sensibiliser un petit peu à l'argent, m'ont dit, on t'en paye la moitié, de 1000 francs, et moi, j'ai mis l'autre moitié. Et après, j'avais gagné un peu plus de 4 000 francs le deuxième mois, pour de l'argent comme ça, durant mes études, pour donc en fait aller sortir et tout ça, etc. Et pas trop dépendre de mes parents de ce côté-là. Donc, il était de base. Il a fallu que je prenne... j'ai pris une option. L'option, c'était tout simplement une carte série. Ouais. RS232, que j'ai dû mettre sur un port ISA, pour brancher l'option aussi que j'avais pris, une souris. Une souris. Mais c'est indispensable maintenant presque sur un PC. À l'époque, il n'y en avait pas. Et toutes les souris que vous vouliez brancher sur votre ordinateur, eh bien donc, il fallait les brancher avec un port série. Et comme il n'était pas équipé de port série, ni de port parallèle, mais malgré tout, il m'avait donné un port parallèle donc avec la machine, eh bien donc, j'ai rajouté le port série pour pouvoir y brancher ma souris. Puisque la carte mère, c'était juste le processeur, les slots ISA, et donc en fait, un processeur arithmétique, tout ça, et c'est tout. Il n'y avait même pas de carte graphique intégrée, il n'y avait rien. La carte mère, c'était à sa plus simple expression. Voilà. Donc, première option, le port série, que j'avais pris pour, avec la souris, pour pouvoir brancher ma souris. Mais Seb, une souris avec MS-DOS, ça sert à rien. Mais certains logiciels déjà de jeu, donc, gérer la souris. Mais après, il est arrivé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, après je bootais, il fallait taper Wild, et il est arrivé Windows. Avant, c'était Gem. Gem, qui était une interface graphique, qui était pas mal, un petit peu orienté Mac, et malgré tout, après, quand Microsoft est arrivé avec Windows en force, eh bien tout le monde, plus ou moins tous sur les compatibles PC, on est passé sur Windows. Alors lui, Windows gérait la souris sans aucun problème. Il y a eu Windows 1, 2, 3, et moi, je suis arrivé quand il y a eu le 3, puis après le 3.11 Wars Group, qui avait une particularité, c'est qu'il gérait le réseau. C'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs ordinateurs, les uns à côté des autres, et communiquer comme ça d'un ordinateur à l'autre en réseau. Et là, bien sûr, il fallait une carte, rajouter une carte réseau sur le port ISA, sur chaque ordinateur, pour les faire communiquer ensemble. Parce qu'il n'y avait pas de carte réseau intégrée aux cartes mères. Le clavier, c'était quoi? C'était une grosse prise ronde, ce qu'on appelle, je sais plus quoi, les DIN, je crois, un truc comme ça. Et vous branchez le clavier. La souris via le port, donc RS232. Le PS2 est venu bien après. Bien après. Et les claviers avaient l'avantage d'être de vrais claviers machines. C'est-à-dire, clac, 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 quand vous tapez, là, clac, 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 super bonne qualité. Ce qu'on maintenant paye très très cher à l'heure actuelle. Voilà. Un petit peu la nostalgie retour en arrière. Donc, après, eh bien, la carte graphique, quand même, qui m'était livrée avec le clavier aussi, hein, j'avais le clavier, mais pas la souris, c'était une option. La carte graphique, donc, que j'avais eue, c'était une Hercule.
Qu'est-ce que c'est une Hercule? Déjà, c'était sur un port ISA, il n'y avait que ça. Les PCI n'existaient pas, les PCI Express non plus. Alors, cette fameuse carte graphique, c'était une Hercule, c'était du 720 x 348 en noir et blanc. Alors, ça tombait bien parce que j'avais un moniteur noir et blanc. J'avais recyclé ma télé qui était noir et blanc, un petit moniteur de 36, une petite télé de 36 cm, où mon père m'avait bricolé, puisque normalement, un moniteur, ça coûtait cher à l'époque, même si c'était du noir et blanc et tout, et ça se branchait plus via des modulateurs qui modulaient sur un canal analogique et tout, mais ça se branchait en direct. Donc mon père m'avait bricolé une entrée Péritel de l'époque, donc qui me permettait d'enclencher direct sur ma petite télé noir et blanc de 36 cm mon ordinateur PC IBM XT. Et en Hercule, j'avais une définition de 720 x 348, mais qui était trop forte pour ma télé. Parce que les télés, c'était des télés qui n'étaient même pas HD et tout. Donc, elle tombait en 320 x 240. Après, j'ai eu du EGA. EGA avec un moniteur qui allait bien, et j'ai en couleur, la couleur, avec du 640 x 350 en 16 couleurs. Mais avant ça, j'ai eu du CGA, 640 x 200 en 4 couleurs, ou 320 x 200 en 16 couleurs. Puis après, j'ai eu le GA qui faisait du 640 x 350 en 16 couleurs. Je peux vous dire que la retouche photo, c'était même pas la peine de l'utiliser. Les jeux, il y a les petits jeux en couleur et tout sympa, il n'y avait pas de carte son. Donc c'était quand même assez affreux. Et un jour, alléluia, est arrivé le VGA qui a tout révolutionné. Le VGA sur mon ordinateur de l'époque, c'était du 320 x 200 en 256 couleurs. Ce qui vous permettait d'afficher des photos. Et l'échange des premières photos un petit peu olé olé. Mais malgré tout, avec 256 couleurs, vous affichez les photos correctes. Pas extraordinaire. Si je vous mets maintenant une photo en 320 x 200 en 256 couleurs, vous dites eh oh Seb, c'est quoi cette merde? Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. La première fois qu'on pouvait à peu près avoir des photos. Surtout que bien longtemps plus tard, les premiers appareils photo numériques étaient en 320 x 200, hein, au cas où, en résolution, au cas où vous ne le sauriez pas. Mais bon, là, on en était loin des appareils photo numériques, sans aucun problème. Donc, l'IBM PCXT a posé les bases de la révolution future des ordinateurs personnels. Ses caractéristiques, ça, ça, ben, je veux dire, sa standardisation, de plus en plus de sociétés faisaient des ordinateurs compatibles, même des grandes marques s'y sont mis et tout. Et donc, si vous voulez, c'est devenu un standard. Alors, le PC XT avait 4,77 mégas. Et là aussi, il faut que je vous explique, parce que je me rappelle, alors, chaque fois, je fais référence à mon papa, parce que mon papa, donc, en fait, était dans l'électronique, donc, en fait, à la base. Donc, il s'est avéré que j'avais regardé que les ports ISA pouvaient monter jusqu'à 8 mégas. Mais moi, mon ordinateur, c'était du 4,77 mégas. Je me suis dit, pourquoi pas? Je regardais comment était générée la fréquence, donc, sur la carte mère, et c'était un quartz. Vu que les cartes mères, c'était du composant standard et pas du composant monté en surface comme maintenant, pour la miniaturisation, eh bien, à l'époque, c'était des composants plus que standard. Petit fer à souder avec le papa, j'ai défait le quartz, j'ai mis un support, et j'ai mis un quartz plus élevé que le quartz d'original, et j'ai pu, comme ça, monter la puissance donc de mon PC aux alentours de je sais plus combien, mais c'était bien plus puissant que le 4,77 mégas.
Et c'était l'Alléluia. Après, les prochaines cartes mères qui sont arrivées, qui étaient donc des PC AT, c'était plus des XT, mais c'était les PC AT, c'était le modèle au-dessus encore, et bien là, c'est un oscillateur à quartz, mais toujours avec du composant traditionnel. Et là, c'est un oscillateur à quartz, un petit boîtier avec 4 pattes, mes souvenirs sont bons, ouais, 4, et donc en fait, j'ai dessoudé, toc, 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 et donc en fait, je crois que c'était 16 mégas à l'époque, après sur les AT, la fréquence donc du processeur, et j'étais monté jusqu'à 20, je crois, ou 25, en changeant juste l'oscillateur à quartz. Voilà. Donc c'était assez sympa. C'était très convivial parce qu'on pouvait modifier, bidouiller. Il y avait plein, même sur les ports ISA, il y avait plein de montages et tout qui contrôlaient des ci, qui contrôlaient des là. Il y a un mec qui avait contrôlé donc en fait ces jeux de lumière et tout ça. Enfin, un truc de fou, un truc de fou. Et donc en fait c'était la belle époque. Après quand je me rappelle, j'avais eu mon disque dur, je bootais sur Windows là, tout, et puis voilà. Après, je me rappelle aussi, j'ai eu sur un PC, mon PC AT, après, qui avait remplacé mon PC XT, j'avais un disque dur de 100 mégas. Et on allait dans le BIOS, parce qu'il y avait toujours une marge sur les plateaux, et on allait modifier les cylindres et les plateaux. C'est pas comme maintenant où vous branchez votre disque dur, poum. Donc en fait, ça c'est directement et tout. Là, il fallait enregistrer les cylindres et tout ça, etc. Et donc, moi, je jouais, je les mettais toujours un petit peu plus, et je grattais, au lieu de 100 mégas, eh bien, en fait, je grattais 110 mégas ou 105 mégas, et j'étais content. Voilà, et tout ça. Et j'allais à l'extrême limite de la marge qu'il y avait sur le disque dur. Et puis, je me rappelle, c'était... Voilà, c'était bruyant, puis ces disques durs et tout, c'était assez phénoménal. C'était gros. Ça prenait un slot 525 complet, quoi. Voilà. Et à l'époque, voilà, après, il y a eu des disques durs plus petits, 3 pouces et demi, et maintenant, on en est à des disques durs en 2,5, 2 pouces et demi. Voilà, c'est pour les ordinateurs portables. Ça c'est phénoménal comme la technologie a évolué. Après, donc, on est passé du port série pour la souris au port PS2. Et puis maintenant, le port USB, où on branche l'imprimante et tout, parce que l'imprimante, à l'époque, c'était sur un port parallèle. Et oui, il fallait le port parallèle, le port série, pour la souris et pour l'imprimante. Voilà, maintenant c'est tout en USB, on se prend plus la tête, tout play and play. C'était loin d'être le cas à l'époque. Et quand vous mettiez plusieurs cartes, il fallait faire attention avec les interruptions. C'est-à-dire pour pas qu'une carte soit sur la même interruption que l'autre, elle rentre en conflit et tout. Et tout ça, fallait le gérer dans le BIOS. C'était la folie. Puis les imprimantes, parlons-en des imprimantes, je vous avais dit que sur donc en fait le ZX81, eh bien vous aviez une imprimante thermique, c'est-à-dire c'est le papier qui réagissait à la chaleur d'une tête d'impression qui donc en fait si elle chauffait plus ou moins le papier, ça faisait l'impression. On s'est aperçu très vite que le papier thermique ça durait pas dans le temps, et plus cher, donc il fallait trouver un autre système. Et ils ont trouvé le procédé matriciel. Alors, j'ai pas eu ma première imprimante matricielle sur mon IBM PC XT, mais je l'avais eu sur mon Atari. Qu'est-ce que c'est une imprimante matricielle? Eh bien, c'est comme le principe d'une machine à écrire. Vous savez, vous prenez une machine à écrire, et puis c'est les trucs qui tapent comme ça sur un ruban, et qui vous fait les lettres. Eh bien là, c'est une tête d'impression qui passe devant un ruban et donc en fait qui vous fait des petits points pour donc imprimer. Donc elle peut imprimer des graphiques, elle peut imprimer des lettres, elle peut imprimer la photo plus ou moins dans une qualité très bof, mais c'était déjà pas mal. L'inconvénient de ces imprimantes matricielles, c'est que les rubans, ils séchaient au début, c'était bien nickel, et puis après, ça devenait tout palo. Et l'inconvénient, c'est que ça faisait du bruit, parce que c'était... Voilà, c'était des petites aiguilles qui tapaient comme ça
donc en fait tout simplement sur un ruban pour imprimer. Et puis des fois le ruban, ben, il était mal calé et tout, c'était un peu le bordel. Après est arrivé les imprimantes G-Dank, après est arrivé les imprimantes... le truc qui crame de la poudre sur... J'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Alors, voilà le début de la micro-informatique. Début avec Z1080 dont je vous ai parlé, et début avec les premiers ordinateurs compatibles IBM PC. Vous vous rendez compte par quoi je suis passé, et maintenant, quand j'ai mon PC devant moi, et tout un tas de choses, de la vidéo, des photos en super full définition, de la vidéo dans des définitions pas possibles, des effets spéciaux comme la matrombinette par exemple et tout, je me dis quand même waouh, Internet est arrivé et tout ça, je me dis quand même waouh. Mais, je vais me répéter encore, comme j'ai dit sur la vidéo du Z1081 à l'époque, c'était beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympa, les gens étaient beaucoup plus fun, il y avait un grand partage de bidouilles, de ci, de là, même de logiciels, parce qu'on s'amusait à copier les logiciels qui étaient sur des disquettes, hein. Et il y avait des logiciels, des fois, alors après ils ont commencé à faire des protections, il y avait des logiciels spéciaux de copie, et tout ça, etc. Et on se les envoyait par la poste, comme ça, quand bien sûr les personnes étaient loin, et sinon on se les échangeait entre copains quand les personnes étaient à côté. Mais c'était... Mais convivial au possible, vous pouvez pas savoir. Voilà, par rapport à maintenant. Et ça, franchement, j'en suis très nostalgique. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.